projet. Bonjour messieurs, donc nous sommes là pour votre nouveauté, votre nouveau livre ensemble, les 3 formules de Tesla. 3 fantômes. Voilà. Alors comment est né ce projet? Pardon? Comment est né ce projet? C'est une histoire un peu extravagante parce qu'on était amis avec on avait un vieux camarade scénariste qui est malheureusement décédé, qui nous a, peu de temps avant de mourir, cédé une enveloppe qui contenait une clé et des documents. Et ces documents nous invitaient à nous rendre à New York avec cette clé pour ouvrir une consigne de la Grand Central Station. Et dans cette consigne se trouvait une valise dans laquelle se trouvaient tout un tas de documents, des fiches du FBI, des articles de journaux, des lettres de Jagadish Chandrabose, le scientifique indien de Nikola Tesla, qui est l'un des protagonistes de notre récit, de George Orwell, de Yasutaro Mitsui, qui était un inventeur qui fabriquait des robots au Japon, et qui nous révélait toute une affaire absolument incroyable qui présentait la lutte de Nikola Tesla et de Edison au-delà même de leur mort. Et lorsque tu as écrit le scénario, est-ce que tu pensais déjà à Guilhem pour le dessin? Ah bah, ce projet a été, Guilhem en a été aussi l'initiateur. Guilhem avait envie de travailler sur le personnage de Tesla, sur la lutte entre Edison et Tesla, sur ce que représentait chacun des personnages, et tout le contexte historique de l'époque, graphiquement qui était très porteur. Donc effectivement, Guilhem a été non seulement inclus au projet dès le départ, mais on était un des initiateurs. Guilhem sort de Zarla, Ouais. tu avais quand même laissé Plus jeunesse. Quand on voit son dessus, c'est quand même surprenant. Oui, mais ça faisait un moment que j'avais envie de développer non seulement un autre style plus semi-réaliste, mais aussi de me lancer dans des récits où je pourrais m'inciter à raconter d'une autre manière. Parce que j'aime bien, moi, j'avais des jeunesses humoristiques, mais je sentais qu'en tant que dessinateur, naturellement, j'avais tendance à avoir des envies de récits un petit peu plus adultes, entre guillemets, avec une mise en scène qui fasse passer tout un tas d'autres palettes d'émotions, de sentiments, de ressentis. Et donc Richard est au courant de cette envie que j'avais de me lancer dans un projet plus orienté à aventure ado, quoi. Et donc il a été d'accord pour m'accompagner dans cette démarche parce que moi je n'étais pas sûr de moi, quoi, à ce moment-là. Je ne savais pas même si ça allait marcher, si j'allais déboucher à quelque chose d'intéressant. Donc Richard a eu la gentillesse de prendre ce risque-là. Le bon sens, on va dire, plutôt que la gentillesse. Bon, Guilhem et moi, on est camarades depuis 20 ans. On connaît son travail depuis 20 ans, son évolution, ses envies, ses capacités. On avait un regard qui était similaire sur les choses. Oui, voilà. J'avais absolument aucun doute sur ses capacités à effectuer cette transformation dans son travail. Et d'ailleurs, sur cet album, le coloriste est le scénariste aussi. Ça s'est fait par défaut. Vraiment, on avait une vision de la couleur qui devait être une narration par la lumière. Et c'est-à-dire qu'il y a quelques essais de mise en couleur faits par une tierce personne. Alors, on n'avait rien à dire sur le côté technique, c'était professionnel, les gens maîtrisaient leur boulot, on ne contestait pas ça. Mais Richard, principalement, était gêné parce que ça ne reflétait pas ses envies narratives sur certaines scènes. Et il aurait fallu vraiment faire du case à case avec un coloriste, des discussions qui saisissent bien l'intention qu'on a voulu faire passer. Et moi je me suis très vite dit non mais si on fait subir ça à quelqu'un, il va finir par nous détester, quoi. Je veux dire, quand on collabore, ça se passe bien. Là, je me suis dit, un coloriste qui travaille avec des gens qui ont un tel niveau d'exigence, il ne peut pas se le permettre, ne serait-ce que financièrement, et ça va lui prendre trop de temps. Donc, j'ai dit à Richard, écoute, le mieux, c'est qu'on se débrouille pour que ce soit fait par l'un de nous deux, quoi. Richard, tu es dessinateur aussi, tu as fait des œuvres en tant que dessinateur, tu travailles avec l'horizon. Oui, tout à fait, c'est le syndrome d'Abel. Est-ce que tu as intégré dans le dessin de Guilhem? Non, Guilhem est vraiment le dessinateur. Je lui propose un storyboard pour clarifier les idées, on en discute avant, je propose un storyboard et Guilhem s'approprie ce storyboard et modifie la narration
qu'il estime qu'à ce moment-là, ça collerait mieux avec son dessin de traiter les choses d'une manière différente. On fonctionne de manière tout à fait souple en fait. Et comme ça fait des années qu'on se connaît, on a déjà eu des projets ensemble, on a travaillé en atelier ensemble aussi. Donc on a une manière de voir la bande dessinée, de présenter des émotions en récit qui font qu'on se comprend très rapidement, qu'on n'a pas besoin de passer des heures à expliquer les choses. C'est vraiment une manière assez simple de faire en sorte que le lien se passe très rapidement, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et qu'après chacun s'approprie le truc quoi, au moment où c'est lui de travailler sur le... Quand tu vois ton travail, tu sais déjà que c'est 3 tomes, 4 tomes, c'est déjà payé. Même on peut dire que les couvertures sont déjà faites. Ouais. Est-ce que c'est ta façon de travailler ça, de voir, ce sera 4 tomes, pas plus? Ah oui, ça a à mon sens... même si ça marche, je veux dire. Oui, quand je présente un par exemple sur le complexe du chimpanzé, à un moment la question s'est posée parce qu'il y avait un vrai succès public et commercial. Et nous on avait décidé de faire 3 tomes. Et bien qu'en cours de route, il y ait eu la possibilité éventuelle d'une évolution conceptuelle du récit vers la création d'une séquelle, c'est quelque chose qu'on s'est interdit pour passer à une autre série parce que ma conception des récits, c'est une conception où il y a une cohérence générale de rythme, de sujet, et tirer sur la corde, c'est pas bon pour la qualité des projets, à mon sens. On attend quelques jours plus longues, il y a Franche Darnaud, il y a l'expédition, Sam. Oui, l'expédition marche très bien, Sam aussi, mais on n'ira pas rajouter des choses. On fera d'autres projets avec ces auteurs. Ce sont des récits clos. Tesla, on a un premier triptyque qui est un vrai récit clos, qui a sa thématique, ses enjeux, son propre rythme, sa propre mystique, je dirais. Mais en découvrant les documents qu'on a découverts dans la consigne de la Grand Central Station de New York, à force de dépouiller ces documents, on s'est rendu compte que le sujet était tellement plus large et surtout que les événements qui étaient révélés dans ces documents se prolongeaient au-delà de cette séquence qui se déroule uniquement pendant la Seconde Guerre mondiale à New York et ses ramifications dans le reste du monde. Ça s'est avéré qu'il y avait un récit intérieur du récit ou même une ouverture vers des thèmes qui étaient proches de ce premier triptyque et qui pouvaient faire quelque chose d'encore plus grandiose sur le deuxième triptyque avec d'autres personnages. Il y a une conjuration, ça sera l'objet du tome 2 qui s'appelle la conjuration des humains véritables, de scientifiques, d'intellectuels humanistes, etc. qui ont eu un projet absolument incroyable. Et une fois clos ce projet, tel qu'on va le raconter dans ces 3 tomes, ça a ouvert des possibilités et un nouveau mystère qui s'est déployé à partir de ce moment-là et qui se déroule pendant toutes les années 50. Et donc ça, c'est vrai que maintenant qu'on est vraiment rentré dans tout cet univers-là, on commence à avoir l'envie de créer ce deuxième triptyque. Mais ça sera un deuxième triptyque qui sera indépendant du premier. Il n'aura pas été nécessaire de lire le premier. Et ça sera un récit clos en lui-même, même si certains des protagonistes se retrouveront dans ce deuxième récit, dans une autre période de leur vie, avec d'autres enjeux pour eux. Twitter reprend vraiment ce projet, puisque la présentation du livre est très belle. Vous avez travaillé pour le concept du livre? Oui, c'était quand on discutait avec Richard du visuel de couverture. Voilà, présent. Oui, ça serait peut-être plus ça. Voilà. On voulait trouver un visuel qui soit un petit peu la vitrine du projet. Donc il fallait qu'avec ce visuel, on comprenne que ça se passe à New York, il fallait qu'on présente les personnages principaux, et il fallait aussi qu'on comprenne qu'ils allaient être dépassés dans leur quotidien par des éléments qu'ils n'allaient pas comprendre. Donc on a fait plusieurs recherches et j'arrivais pas à trouver une manière de présenter ça suffisamment lisible et qui produise une image suffisamment forte. Donc à un moment on a eu l'idée de s'approcher de l'esprit des affiches de science-fiction des années 30-40. Donc on a décidé effectivement, alors moi j'ai
décidé de faire les deux personnages ancrés au pinceau, quoi, le même traitement que sur les pages BD, et de traiter tout le fond en genre sérigraphique. Alors, tout le fond c'est sérigraphié, on peut voir que les bâtiments c'est sérigraphié dans le sens où c'est une succession de couches de couleurs les unes sur les autres. Il n'y a pas de cerné noir, ce qui fait que ce qui est cerné du coup se détache beaucoup mieux. Et malgré le fait que le fond soit très riche en éléments, il ne vient pas parasiter les éléments qui sont... Voilà. Et ça permettait de traiter toute une nuée de robots qui décollent sans que ça perturbe la lecture. Il y avait une nécessité aussi pour l'identité, la perception que le lecteur aurait de l'identité de ce triptyque, de ce projet, qu'on comprenne vraiment le lieu, l'époque, les types d'approches, la fleur fantastique avec des robots, le fait qu'on soit dans les années 40, avec la perception de l'Empire State Building et le style de vestimentaire des personnages, et qu'on était dans l'aventure, etc. Donc c'était tous ces éléments qui nous ont dirigés, on s'est rappelé les lectures qu'on avait de Jacobs qui lui faisait de la science-fiction à cette époque-là. Donc ce sont tous ces éléments qui, mis les uns des autres, on a créé cette couverture en échange avec Guilhem et moi d'abord, et après avec le Lombard, qui s'est extrêmement investi dans la maquette pour en faire un vrai objet, quoi. En faisant le titre « 3 fantômes de Tesla », vous n'avez pas eu peur que le public pose la question qui c'est Tesla? Mais si, d'ailleurs il se pose la question. Parce que les gens ne connaissent pas tout ça. Certains ont eu peur qu'on se dise oui mais il y a les 3 fantômes de Tesla, mais on n'a pas lu les 2 premiers, le premier fantôme et le deuxième fantôme de Tesla. Non, blague à part. Plein d'albums de bande dessinée portent des noms du héros que ne connaît pas encore le lecteur au moment où il va le lire. C'est une découverte, c'est une immersion. Donc, pour ceux qui connaissaient, c'était très bien, mais pour les autres, c'est une découverte. Voilà, c'est une invitation à la découverte. Il y a beaucoup de dessinateurs d'origine différente. Et même un Aveyronais, donc vous voyez, je suis très démocratique comme garçon. Donc certains qui vivent à l'étranger. Ta façon de travailler avec eux, c'est la même que celle que tu utilises avec Guilhem? Ah oui, parce que Guilhem vit à Angoulême, moi je vis à Paris, donc on ne se voit pas tous les 2 jours quand même. Aujourd'hui, les moyens de communication permettent avec Skype et le téléphone de se parler à distance et de travailler même en forme d'atelier virtuel sur Skype. Donc avec Guilhem, on se parle tous les jours, de la même manière qu'avec Christophe Ferreira, qui vit au Japon, ou d'autres auteurs avec qui je travaille. On est en relation permanente, et s'il y a le moindre problème qui se présente de compréhension ou de connotation d'une scène, on en discute de manière simple, comme si on était dans un petit atelier virtuel. Et en plus, avec les logiciels de type Skype, il y a une fonction bien pratique qui est le partage d'écran. On peut suivre même, par exemple, quand Richard faisait les couleurs, il faisait des partages d'écran et je pouvais voir l'avancée des couleurs quasiment en temps réel se faire. Tu lui dis, est-ce que ça va pas? Ah oui, tout à fait. Enfin, bon, je ne dis pas souvent que ça va pas, mais... J'avais une puce électronique dans le cou et il me pilotait à distance avec un autre petit logiciel Wi-Fi qui était... Non, blague à part, surtout sur la fin de l'album, on a eu un temps très court parce que la sortie de l'album a été avancée et qu'il fallait qu'on boucle l'album à un moment de manière assez rapide. Et les couleurs n'étaient pas à un stade qui permettait de le boucler si rapidement que ça, donc il a fallu passer beaucoup de temps. Et là, on n'avait pas le temps de faire des allers-retours du jour au lendemain, quoi. Il fallait que ce soit instantané. Donc Guilhem restait jusqu'à 8h du matin en ligne et suivait quasiment pas à pas le process. Tu as travaillé sur tes scénarios, plus je confirme que la bande dessinée c'est du travail. Je crois que Guilhem peut aussi parler pour sa part, je pense qu'il a un petit peu travaillé aussi. On sous-estime et c'est tant mieux parce que le lecteur n'est pas là pour se dire oh là là, ils ont dû bosser. On espère que le travail ne se voit pas justement à la lecture. C'est à nous de travailler. Pour le lecteur ça doit être facile, ça doit couler de source. Mais on sous-estime la part de travail et d'investissement qu'il faut. C'est simplement, on voit qu'il travaille. La région de New York, oui, on a voulu que... On a voulu qu'il y ait tous les vaisseaux, le design, le métro scaphandre, tout ça c'est travaillé. Ouais, alors pour les scaphandres, je me demande souvent d'où il vient le scaphandre, et il vient d'un scaphandre qui existe vraiment, qui est exposé au musée de la Marine de Paris. C'est le scaphandre des frères Carmagnole.
que j'ai un petit peu adapté à ma façon, hein, mais c'est un design qui existait vraiment. C'était un scaphandre. Voilà dedans. Et c'est vrai qu'il se porte, le design de ce scaphandre s'intégrait à merveille avec l'esprit rétro SF qu'on voulait mettre en place. La présence de New York, Guilhem et moi, lors de notre séjour à New York, avons vraiment sillonné les rues de la ville, enfin, surtout de la partie basse de Manhattan, en dessous de Central Park, de Dumbo, Chinatown, etc. Ce qui étaient les endroits où se passait notre récit, tels qu'ils étaient décrits dans les documents secrets qu'on a découverts dans la chantier de la Grand Central Station. Et on a passé une dizaine de jours à prendre, on a pris environ 10 000 photos des lieux, etc., pour bien s'insérer dans nous-mêmes, à l'intérieur même du récit. Oui, et puis aussi de faire une image. Enfin, moi j'avais besoin de visualiser et de m'imprégner de la ville réelle parce que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais New York à travers les films et les séries hollywoodiennes. Dans ces films-là, c'est souvent les quartiers d'affaires qui sont mis là, ou Times Square. L'image d'Épinal de New York, c'est plutôt Times Square. Et quand on est arrivé sur place, on a été frappé par le fait que dans plein de quartiers, c'est resté à l'état de ville des années 30. On avait l'impression de voyager dans le temps. Et ça nous a permis aussi de mieux visualiser les quartiers, comment ils étaient agencés les uns par les autres. Si on veut aller de Manhattan à Brooklyn, par où on doit passer concrètement, est-ce que c'est possible de le faire à pied? Et pareil, si on est sur le Manhattan Bridge par exemple, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il y a à notre droite? Qu'est-ce qu'il y a à notre gauche? Tant qu'on n'y est pas allé, on ne peut pas savoir ça. Donc c'était essentiel, si on veut être crédible, de se rendre sur place et de pouvoir parler. On avait des indications sur les endroits où pouvait se trouver le laboratoire secret de Nikola Tesla qu'on découvrira dans le tome 2. Et donc on a essayé de sillonner autour, évidemment, essayer de retrouver avec les indications qu'on avait par où l'entrée pouvait se trouver à l'époque. Bon, évidemment, on n'a plus rien trouvé aujourd'hui pour les raisons qui seront expliquées au cours du récit, mais c'était un petit jeu de piste qui était absolument passionnant. Toi qui es pris une décès de Tesla, tu n'as pas d'autres projets en cours à côté? Ah non, mais moi je suis assez exclusif dans mon enthousiasme. Je ne peux pas m'investir dans un projet à la même hauteur que m'investirais sur un autre en même temps. Quand je suis immergé dans un projet, je ne peux pas penser à l'autre, c'est pas possible. Mes projets, c'est un après l'autre, mais pas deux en même temps. Je suis incapable de faire ça. Et toi, Richard, ça fait une nouveauté à l'attente? Oui, il y en a Une envie de redessiner? Oui, bien sûr aussi. Depuis justement que je suis allé à New York, je suis retourné ensuite l'année d'après. J'avais rencontré un peintre qui s'appelle Max Wissler, qui est un des derniers grands peintres des années 50, 60, 70, qui est un peintre réaliste qui travaille avec une méthode académique et avec une démarche qui est un peu celle de Sorolla et Sargent, et qui a complètement changé ma manière de dessiner. Et donc j'ai des projets qui sont en couleur directe, probablement à l'huile, mais j'ai pas le temps pour l'instant de développer ça, parce que avec tous les projets de bande dessinée, effectivement, en tant que scénariste, il va falloir que je débloque un peu de temps. Et comme j'ai une manière d'écrire un petit peu particulière, je n'écris pas tant qu'il n'y a pas une nécessité organique pour moi d'écrire. La scène existe vraiment déjà pratiquement complètement pour moi. Je retiens, je ne m'assieds pas à ma table le matin en disant « Ah, ça y est, je vais écrire, qu'est-ce que je vais écrire ?» C'est quelque chose à laquelle je pense depuis des semaines, des mois parfois. Et comme je travaille sur plusieurs projets, ça me permet de différer le moment de nécessité. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est le moment pour Tesla. Et quand Guilhem me dit « Ah, il faudrait que tu m'envoies une page », je pense depuis des semaines et que je me suis retenu de l'écrire. Je l'écris à ce moment-là parce que j'ai vu les dernières pages qu'il a faites et j'ai intégré son processus de travail dans mon processus de travail et de maturation de la scène, et je fais ça pour le projet, ce qui fait que ça me permet d'optimiser complètement mon temps de travail. J'ai jamais à me poser la question de ce que j'écris. Merci pour ta possibilité. Merci. Bonne continuation à Tesla. Merci beaucoup. Que je marque un petit mot.